Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire un peu particulière. Le footballeur Mbaye Niang et une société suisse, VMV. C'est une histoire de bijoux de luxe. Oui, et pas des moindres, on parle de bijoux d'une valeur d'environ 250 000 euros. Ah oui, quand même. Exactement, 253 990 euros pour être tout à fait précise. VMV, c'est une conciergerie de luxe et elle affirme avoir livré des montres, des bijoux à Mbaye Niang au printemps 2021. Il jouait à Bordeaux à l'époque. Et le souci, c'est que... VMV dit qu'ils n'ont jamais été payés. Jamais. D'accord. Alors, pour analyser ça, on s'appuie sur quoi? Des articles de presse, j'imagine. C'est ça. On a regardé ce qu'ont écrit l'équipe, SoFoot, Senego, Boursorama. L'idée, c'est de comprendre un peu les arguments de chacun et où en est le dossier, surtout au niveau judiciaire. Parfait. Commençons par la version de VMV alors. Qu'est-ce qu'ils disent avoir livré exactement? Alors, accroche-toi. 2 montres Patek Philippe, une Rolex, 4 bracelets en or blanc. Rien que ça. Attends, ce n'est pas fini. 2 plaques en or blanc aussi, gravées aux initiales des enfants de Niang, avec des diamants noirs. D'accord. Donc du sur-mesure en plus. Et ils auraient livré tout ça, comme ça, sans rien demander avant. C'est ce qu'ils avancent. Ils parlent d'un rapport de confiance. Apparemment, ce serait une pratique courante avec les personnalités. Pas d'acompte, pas de contrat formel signé avant la livraison. Ça me paraît un peu risqué, non, pour une telle somme? C'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est leur argument. Et pour étayer ça, ils ont des preuves, ce qu'ils considèrent comme des preuves. Lesquelles? Une facture, évidemment, un bon de livraison. Mais attention, la signature dessus est contestée par Niang. Ça commence bien. Oui. Ils ont aussi une photo où on verrait Mbaye Niang porter les bijoux en question. Et puis, il y a les fameux échanges WhatsApp. Ah, les WhatsApp. Souvent au cœur des affaires, ça. Qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Des messages où VMV relance pour le paiement et où Niang aurait répondu des trucs assez évasifs, genre j'avais match sorry. Ah oui, classique. Ou encore normalement demain tu dois l'avoir. Et même un message un peu plus étrange, prends un avocat, il fait une reconnaissance de dette. D'accord. Ça semble indiquer qu'il y a eu des discussions, au moins. Mais est-ce que ça suffit légalement? Eh bien c'est tout le problème. Pour la justice civile en tout cas, non. La cour d'appel a été très claire là-dessus. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle a trouvé que ces échanges WhatsApp étaient trop informels, je cite, du langage familier. Et surtout, point très important, l'authenticité de ces messages n'a pas été prouvée par un constat d'huissier. Il fallait faire constater les messages par un huissier. Exactement. Pour prouver de manière irréfutable qui a écrit quoi et quand. Sans ça, pour le tribunal, ces messages ne peuvent pas établir formellement un contrat ou une reconnaissance de dette. C'est trop léger. Je vois. Donc, malgré tout ça, quelle a été la défense de Niang et qu'a décidé la justice au final? Alors Mbaye Niang, lui, il nie tout simplement avoir une dette. Son entourage a même parlé d'une possible collaboration commerciale, mais sans préciser les termes. Un peu flou, quoi. Une collaboration pour des bijoux personnalisés? C'est curieux. C'est leur ligne de défense. Face à ça, VMV a donc saisi la justice civile à Bordeaux. Ils avaient d'abord envoyé un huissier, mais ça n'avait rien donné. Apparemment, Niang a répondu qu'il pensait qu'un accord avait été trouvé. D'accord. Et le tribunal, il en a pensé quoi, eux? Rejet total. VMV a été débouté de toutes ses demandes, en première instance et confirmé en appel. Carrément. Oui. L'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux date du 18 mars et il est sans appel, si j'ose dire. Les juges ont pointé le manque de formalisme, la signature non authentifiée, la facture qui ne prouve pas la livraison effective ni l'accord sur le prix, les WhatsApp jugés trop informels et non certifiés. Et l'argument de la confiance habituelle dans ce milieu? Balayé aussi. La Cour a estimé que ça ne remplaçait pas les exigences légales en matière de preuves contractuelles. Donc sur le plan civil, c'est une victoire claire pour Mbaye Niang. Son avocat, maître Romain Vanni, doit être satisfait. Il disait que les demandes étaient mal fondées. Tout à fait. Les décisions de justice lui donnent raison sur ce terrain-là. Mais est-ce que ça s'arrête là? J'imagine que VMV ne doit pas apprécier. Pas du tout. La société se sent clairement lésée, elle parle même d'escroquerie. Et ils ne comptent pas en rester là. Leur nouvel avocat, maître Olivier Nicolas, a annoncé leur intention de porter l'affaire au pénal. Ah, on change de registre là.
D'un litige civil sur une facture impayée, on passerait à une accusation d'escroquerie. Exactement. Et ça change toute la perspective. Au civil, la question c'était est-ce qu'il y a un contrat, une dette prouvée formellement? La réponse a été non, faute de preuves suffisantes. Et au pénal, ce serait quoi la question? Ce serait intéressant. Est-ce que Baignan a eu, dès le départ, l'intention de tromper VMV pour obtenir les bijoux sans jamais avoir l'intention de payer? C'est ça l'escroquerie. Une manœuvre frauduleuse, une intention de tromper. C'est intéressant ce décalage. D'un côté, des pratiques peut-être informelles, basées sur la confiance dans un milieu très particulier. Oui, le monde du luxe, du sport de haut niveau. Et de l'autre, la froideur du droit qui exige des preuves tangibles, formelles. L'échec de VMV au civil, finalement, il ne dit pas si la livraison a vraiment eu lieu ou si les discussions WhatsApp sont réelles. Il dit juste que la preuve n'est pas rapportée selon les règles. C'est tout à fait ça. Le formalisme l'a emporté. Et ça soulève une question plus large, en fait. Laquelle? Mais à l'heure où tout passe par des messageries instantanées, comment les entreprises, surtout celles qui misent beaucoup sur la relation personnelle, comme dans le luxe, peuvent sécuriser leurs affaires sans pour autant alourdir les processus avec des contrats hyper formels qui pourraient peut-être refroidir le client? C'est une vraie question, oui. Trouver le bon équilibre. Bon. Et pour l'affaire Nien, si ça va au pénal, prouver l'intention de tromper, ça risque d'être encore une autre paire de manches pour VMPV, non? Absolument. C'est souvent le plus difficile à établir dans une affaire d'escroquerie, l'élément intentionnel. Il faudra des preuves différentes, peut-être plus solides que celles qui ont été rejetées au civil. Donc une affaire à suivre de près pour voir si elle prend cette nouvelle tournure pénale. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir. Frère André Silva, on va essayer de comprendre avec les infos qu'on a ce qui se passe maintenant, l'impact que ça a encore aujourd'hui. Et ça a commencé, si on peut dire, très vite avec les funérailles, le 5 juillet dernier à Gondomar, leur ville. C'était à peine 2 jours après le drame, une émotion immense là-bas. Oui, c'est ça. Gondomar, c'était vraiment le cœur du rassemblement. Famille, joueurs, personnalités du foot, mais aussi beaucoup d'anonymes. Même si la messe elle-même était privée, c'est ça? Exactement. La messe était réservée aux proches, mais l'accès avant était plus large. Et ce qui était frappant, c'était de voir qui était là. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Félix, Roberto Martinez. Mais aussi des gens de Liverpool, Van Dijk, Arne Slot. C'était un signe fort d'unité, je trouve, au-delà des rivalités de clubs. Le geste de Van Dijk avec les fleurs en forme de maillot, le numéro 20. Ah oui, très symbolique. C'est fort. Ça montre ce que Jota représentait. Bon, l'absence de Cristiano Ronaldo a été notée, c'est vrai, mais globalement, le monde du foot était là. C'est vrai. Et puis, impossible de ne pas avoir en tête le contexte perso, quoi. Il venait de se marier le 22 juin, père de 3 tout jeunes enfants. La tragédie est encore brûlante. Absolument. Et au-delà de la cérémonie, il y a eu cette vague d'hommages qui continue, en fait. Les grands noms, Messi, Mbappé, Klopp. Le message de Salah, son coéquipier à Liverpool, a beaucoup marqué, non? Ah oui, énormément. Très touchant. Il disait être sans voix. Cette difficulté à réaliser, à accepter son absence dans l'équipe, ça disait beaucoup sur leur lien. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les clubs réagissent concrètement. Et ça a des effets maintenant. Liverpool, par exemple. Oui, la décision sur le salaire et le numéro. Exactement. Verser les 2 années de salaire restantes à la famille et retirer le numéro 20. C'est pas rien. C'est une application très concrète de leur devise « You'll never walk alone ». C'est un soutien énorme pour la famille aujourd'hui. C'est clair. Et Porto aussi a fait un geste fort. Oui, André Villas-Boas, le président, a révélé qu'il pensait à son retour pour 2026-2027. Mais surtout, il l'a inscrit comme socio, membre du club à titre posthume. C'est un geste symbolique puissant. Il fait partie de l'histoire du club, le Pochelour. Tout ça découle de cet accident terrible dans la nuit du 3 juillet. Sur une autoroute en Espagne, près du Portugal, Diogo avait 28 ans, son frère André, 25. Oui, l'A52. Et l'enquête de la Guardia Civile espagnole, bon, elle avance. L'hypothèse la plus probable pour l'instant, ça reste l'éclatement d'un pneu, apparemment pendant un dépassement. Et ça aurait provoqué l'incendie de la voiture. C'est ça. La Lamborghini a pris feu, d'où la difficulté pour identifier les corps au début. Il a fallu des analyses ADN parce que les corps étaient très abîmés. On sait aussi maintenant pourquoi il prenait la voiture. Apparemment, Diogo ne pouvait pas prendre l'avion à cause d'une opération récente au poumon. Ah, d'accord. Donc ils allaient vers Santander pour prendre un ferry. C'est vraiment un enchaînement tragique. Et puis,
Bon, l'identification par son épouse, Rulette à la morgue de Zamora, c'est une épreuve terrible dont on imagine à peine la douleur. C'est ça qui est si dur. Au-delà du joueur star, c'est un jeune homme de 28 ans, jeune marié, père, et son frère André, qui jouait aussi au foot en D2 portugaise. La détresse de sa femme, Ruth, c'est vraiment l'aspect humain qui ressort aujourd'hui. Exactement. Et cette onde de choc, elle est toujours là. On voit les minutes de silence dans les stades, même pour l'Euro féminin récemment. Oui. Les mots du président de la fédération portugaise, Pedro Proença, qui parle d'icône du talent portugais, ça montre bien ce qu'il représentait pour le pays. Et puis il y avait son académie de foot à Gondomar aussi. Ah oui, c'est vrai. Son absence, elle se ressent bien au-delà des terrains. C'est une perte sportive, humaine et même sociale pour sa communauté locale. L'impact est encore très présent. Donc si on essaye de faire le point, aujourd'hui, on a eu ces funérailles très fortes, un moment d'unité, on a des gestes de soutien des clubs, Liverpool, Porto, qui ont des conséquences réelles et actuelles. L'enquête progresse sur les causes de l'accident, et puis surtout cette dimension humaine, cette perte immense qui continue de résonner. Tout à fait. Et peut-être que la question qui reste face à cette mobilisation qui dure, c'est qu'est-ce que ça nous dit, au fond, sur la place de ces sportifs dans nos vies? Comment, même dans un drame pareil, ils arrivent à fédérer, à créer du lien, bien au-delà des simples fans de foot? C'est assez frappant quand même.